Bienvenue sur Top Actus Afrique, la chaîne qui met le feu à l'actualité politique africaine avec des analyses qui frappent fort. À moins de 2 mois de la présidentielle ivoirienne d'octobre 2025, la Côte d'Ivoire est en ébullition et aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un coup de tonnerre politique. Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, lance un défi explosif au président Alassane Ouattara dans une interview choc du 8 août 2025. Ces mots ? Qui laisse tout le monde se présenter. Oui, vous avez bien entendu, c'est un uppercut direct au pouvoir en place et on va décortiquer chaque seconde de cette déclaration qui fait trembler la scène politique ivoirienne. Dans cet entretien, Thiam ne mâche pas ses mots. Écarté de la course à la présidence, tout comme Laurent Gbagbo, par une décision judiciaire controversée, il accuse Ouattara de verrouiller la démocratie. C'est une atteinte grave à la pluralité politique, clame-t-il, dénonçant des exclusions qu'il juge orchestrées pour étouffer la compétition. Sa propre disqualification, liée à une histoire de double nationalité, pour lui, c'est un prétexte, une arme politique déguisée en verdict juridique. Mais Thiam ne s'arrête pas là. Il appelle à une élection ouverte où chaque candidat légitime peut jouer sa chance sans barrière artificielle. Une vraie démocratie, c'est la liberté de concourir, tonne-t-il, mettant Ouattara face à un ultimatum qui résonne comme un cri de ralliement pour tous ceux qui rêvent d'une Côte d'Ivoire plus juste. Ce face-à-face à distance n'est pas qu'un simple échange de mots. Et mon message pour les Ivoiriens, il est contenu ici. C'est un projet pour faire de la Côte d'Ivoire un État prospère, où la croissance, les fruits de la croissance sont répartis de façon équitable, où le capital humain a la propriété, où la paix et la sécurité règnent à l'intérieur des frontières, et en paix et en sécurité avec ses voisins également, où la société, et la réforme de la justice pour moi c'est un élément clé de mon programme, où il y a une justice dans laquelle les citoyens puissent avoir confiance. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans justice indépendante et équitable. Et d'ailleurs, juste très rapidement là-dessus, mais je ne fais pas un procès aux juges. Ce qui est pernicieux, c'est l'utilisation des juges par le pouvoir. Donc ce qu'il faut assurer, c'est l'indépendance des juges. Moi, les juges ivoiriens, ils sont bien formés, et je pense que si on les autorisait à fonctionner de façon indépendante, sans intervention du ministère de la Justice, ils donneraient des verdicts qui conviendraient beaucoup mieux aux Ivoiriens. Une semaine, Tidjane Thiam, le comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé à l'État ivoirien de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que vous puissiez exercer vos droits politiques, mais vos adversaires disent que le même comité ne s'est pas vraiment prononcé sur le fond. Est-ce que vous pouvez expliquer de manière assez pédagogique à celles et ceux qui nous regardent quels sont les enjeux de cette saisine et de la décision provisoire qui en est sortie? Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. De toute façon, il est malheureux qu'on ait dû saisir l'ONU. Parce qu'en fait, l'ONU, c'est vraiment l'institution d'ultime recours. Normalement, votre droit national donne des possibilités de recours avant ça. Malheureusement, la loi ivoirienne fait que, dans ce processus où on conteste votre inscription sur la liste électorale, je vous signalerai au passage que la CEI a rejeté ces contestations, m'a maintenu sur la liste électorale, où j'étais déjà. Ensuite, il y a la possibilité d'aller, en 5 jours, obtenir un verdict d'un juge, ce qui est déjà bizarre, parce que le juge intervient là-dedans. C'était autour du week-end pascal. Donc, pendant le week-end pascal, une décision dont nous sommes certains qu'elle avait déjà été rédigée. Elle a été rédigée en quelques heures, 21 pages, en fait, m'éliminant de la liste électorale. Et cette décision est sans appel. Ce que même les gens de l'ONU avaient du mal à croire. Un sujet aussi important, sans appel. Mais en fait, l'autre côté de la pièce, ça nous a permis d'aller directement à l'ONU, parce que votre dossier n'est pas entendu à l'ONU si vous n'avez pas épuisé. En général, ça prend des années d'épuiser tous les recours nationaux. Donc là, on a eu de la chance. Et le dossier a été entendu. Je ne veux pas trop en dire là-dessus, parce que vraiment, la procédure continue. La procédure n'est pas finie. Pour nous, c'est une première victoire, ce qui s'est passé. Le fait que le dossier a été entendu. Il a été instruit en détail, ce qui veut dire que la demande est recevable. L'ONU a regardé, on considère qu'il y a suffisamment de problèmes pour qu'ils interviennent. Ça gêne le pouvoir, ça. Oui, c'est recevable. Et ils ont eu, je ne vais pas révéler tout, mais nous avons reçu des questions auxquelles nous avons répondu. Eux aussi ont reçu des questions extrêmement détaillées auxquelles ils ont répondu. Ayant considéré tout ça, l'ONU a pris cette position, disant que je dois pouvoir être... Parce que là, nous sommes en août 2025. La loi ivoirienne dit que l'État doit verser des subventions aux partis politiques régulièrement. Nous n'avons pas reçu un sou. En 2024, nous avons été payés le 20 décembre 2024. C'est avec mes fonds personnels que j'ai financé le financement du PDCI et d'autres. Alors, et l'aide de beaucoup de militants. Alors, on respecte la loi quand ça nous arrange. Mais quand la loi dit qu'il faut faire une élection de la liste électorale, on s'en fiche. Quand la loi dit qu'il faut verser des subventions aux partis, en particulier une année d'élection, on s'en fiche. Mais alors l'article 48 de la loi de 61, celui-là, il doit s'imposer à tous
avec la plus grande rigueur. Vous n'êtes pas sur le Mais si, terrain, je suis sur on le vous le terrain. reproche, Non, certains si, je disent suis que sur le vous êtes terrain, dans les je suis sur le salons terrain, feutrés. on Qu'est-ce que m'écoute. vous répondez à Vous ça? verrez combien vous aurez de vues à votre émission, c'est tout. C'est ça que je réponds. Parmi lesquels la vôtre. Vous verrez combien de views vous aurez à cette émission. Donc non, je ne suis pas sur le terrain. Écoutez, ils nous ont envoyé, ils ont oublié la technologie. Ils ont envoyé mon ami Brédoumi et moi ailleurs, mais bon. On est tout aussi pugnace, pour reprendre votre mot, et combatif et serein que d'habitude. La raison pour laquelle je suis serein, je l'ai dit, c'est les Ivoiriens. Oui, justement. Ce sont les Ivoiriens. Tous les jours, je ne peux pas sortir, mais je vais partout dans le monde. J'étais aux États-Unis, à Washington, il y a 15 jours. Partout, je suis arrêté en permanence par des compatriotes qui veulent me parler, Oui. qui me disent des choses sympathiques. Et non, mais tout ça pour dire que... Je ne sais pas qui a peur, je ne sais pas qui n'a pas peur. En tout cas, le point derrière tout ça, c'est de dire permettez à la volonté populaire de s'exprimer, c'est tout. La vraie garantie de la stabilité, c'est que le résultat de l'élection reflète la volonté des Ivoiriens. C'est la seule vraie garantie de stabilité. Moi, je vous assure que si on produit ce résultat-là, mais tout ira bien. Alors, si vous deviez écrire Tidjane Thiam à la suite d'Aimé Césaire, votre cahier d'un retour au pays natal, diriez-vous que vous avez été surpris par certaines lignes de code du logiciel Ouattara? La situation est-elle meilleure, pire ou comme vous l'imaginiez? A posteriori, est-ce que vous dites que vous êtes fait quand même quelques illusions sur la nature du pouvoir d'Abidjan par le passé? C'est une question fascinante. Oui, il y a une interview dans le Guardian il y a très longtemps, quand j'étais à Londres, qu'ils ont commencé à me remarquer, où ils m'ont demandé pourquoi j'avais arrêté la politique. Et j'avais répondu ceci, j'avais dit parce que je voulais garder, un peu à l'anglaise, le mot anglais, j'avais dit je voulais garder quelques illusions sur la nature humaine. Et j'étais en train de les perdre toutes. Justement. C'est la réponse que je peux vous donner. Donc je suis... Mais justement, j'étais jeune, vous savez. Après les événements de 99, mes enfants avaient 4 ans et 5 ans. Je me suis fait le serment suivant, qui était que je n'allais plus jamais, si Dieu me permettait, parce que je retournais à Abidjan, me constituer prisonnier, personne ne savait ce qui allait m'arriver. Si Dieu me permettait de sortir de tout ça vivant, je ne mettrais plus, je ne prendrais plus de risques jusqu'à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Aujourd'hui, Dieu a fait que c'est le cas. Mon fils vient d'avoir son diplôme, c'est fini, je suis un homme libre. Donc voilà, évidemment qu'il y a toujours, dans la vie, mais les illusions sont nécessaires, comme de l'oxygène. C'est nécessaire à la vie. Un homme sans illusion, c'est pas quelqu'un avec qui j'aimerais dîner ou déjeuner, c'est quelqu'un vraiment de très déprimant. Donc les illusions sont nécessaires. Bon. On en garde. Mais vous parlez plus spécifiquement du président Alassane Ouattara. Est-ce que vous êtes Je ne vais jamais faire de commentaires sur lui. Vous avez vu, par exemple, quand les gens m'appelaient pour dire oui, est-ce que Macron t'a offert le ministère des Finances? Moi, mon père m'a appris certaines choses. Je ne ferai pas de commentaires sur un chef d'État en exercice, à part sur des faits bien précis, etc. Comme ce que j'ai fait l'autre fois sur Foucault, qui a dit quoi à qui. Mais sinon, des commentaires généraux sur la personne, non, c'est un aîné que je respecte. Il a été président, il est président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous n'irez pas plus loin que ça. Non. Et justement, dans ce monde que vous connaissez, les Africains ont l'impression de faire face à un plafond de verre. Est-ce que ça vaut quand même la peine d'espérer, d'aspirer au plus élevé? Bien sûr, mais il faut essayer, Il y en a certains, on est nombreux à aller se cogner la tête. Il existe quand même ce plafond de verre. Moi, j'étais dans une, je raconte dans mon livre, j'étais dans une boîte Aviva où j'aurais jamais été CEO. J'étais arrivé à être patron de l'Europe, ce qui est pas mal. D'ailleurs, le seul pays qui avait refusé ma nomination, c'est la France. J'avais 15 pays européens sous moi, de Londres. Il n'y a que avec la... Bref, c'est l'histoire ancienne, tout ça. Extraordinaire. Ouais. Ben enfin, donc je suis passé, le groupe d'en face m'a appelé, il m'a dit, écoutez, ces gars-là, on sait que tu es très bon, on sait qu'ils ne te mettront jamais CEO, viens chez nous, et tu auras une chance. Dieu merci, on est dans une économie de marché. Et c'était aussi la pensée qui m'a conduit à Londres. Je veux dire, il faut que j'aille dans le système anglo-saxon parce que là, la performance compte. On dit, ils aiment l'argent. Oui, mais ils aiment tellement l'argent que si vous savez faire de l'argent pour eux, ils pourront passer leur nez, oublier que vous êtes noir et vous donner le job. Ouais. Prudential, j'ai triplé le share price potentiel qui vient d'avoir de retraité de Prudential. Grâce à toi, j'ai pu prendre ma retraite. Donc j'aurais fait gagner plein d'argent. Et à la fin, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez aux potentiels qui ont eu le bac ou qui sont en prépa aujourd'hui de sortir de la France? D'ailleurs, écoutez, je vais prendre le 5e amendement, comme on dit. En tout cas, il faut aller là où il y a des opportunités. Disons ça.